forcer votre porte d'entrée parce que son espace, lui, le petit voleur, est limité. Ça, c'est le crime traditionnel. Mais l'espace du cybercriminel est illimité. Et mieux, le cybercriminel a gommé complètement les frontières terrestres. Ça n'existe pas, les frontières n'existent pas pour le cybercriminel. Et je vous ai dit qu'il peut exister partout dans le monde et commettre sa forfaiture dans un autre pays de la planète et avoir le butin dans un autre pays. Alors pour cela, il faut bien qu'il y ait aussi des enquêteurs cybercriminels, des enquêteurs qui connaissent on reviendra sur ces enquêtes-là. Ma question, c'était justement la pédopornographie sur le net, parce que ça, quand même, c'est une menace, j'ai comme l'impression. J'en venais sur ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le savoir, mais moi, j'ai des tonnes et quintaines de requêtes des services d'Interpol à travers le monde pour dire que tel profil Facebook fait ceci, fait cela sur mon bureau. Et que dans les conditions normales, si cela se passait, nous devrions être aidés par l'ARPT et des sociétés de téléphonie pour pouvoir enquêter sur ces genres de crimes ou pour pouvoir interpeller ces genres de personnes qui font de la pédopornographie ou qui font de l'exploitation sexuelle des enfants. On a élucidé des cas. Et des gens ont été interpellés et nous avons reçu des preuves parce que les preuves, c'est pourquoi moi j'aime ce crime. J'aime enquêter sur ce crime parce que les preuves restent, c'est indélébile. Vous allez pouvoir réinstaller votre téléphone ou votre ordinateur portable, mais les preuves qui restent sur la toile, vous ne pouvez plus les récupérer. Mais on peut toujours remettre des logiciels dans les machines. Peut-être c'est pour ça que M. Diaby a parlé justement d'un cadre. Je voudrais bien que M. Diaby nous aide dans ce cadre parce que les requêtes de la police judiciaire ou les requêtes d'Interpol ne sont pas suffisamment répondues à temps. Parce que l'affaire de cybercriminalité, c'est une question de temps. Quelqu'un qui fait une escroquerie ou une arnaque, il utilise ce qu'on appelle une adresse IP. Et l'adresse IP, c'est quoi? C'est Internet Provider. Cette adresse-là est forcément liée à quelque chose qu'on appelle un numéro de téléphone. Alors, lorsque nous identifions ces adresses à la minute près, à l'heure, nous les communiquons à l'ARPT, il faudrait que l'ARPT soit en mesure ou que soit encore plus rapide pour pouvoir préserver la sécurité du citoyen lambda qui est déjà victime d'arnaque. Que les sociétés de téléphonie réagissent le plus rapidement que possible. Oui, mais est-ce que sur la question, il y a un cadre juridique qui permet peut-être... Et voilà, le cadre juridique, là j'avoue que pour le moment en Guinée, le code pénal est vide de ça. Le code pénal ne prévoit... Parce que ce sont des infractions nouvelles. Bien sûr. Mais la Guinée est membre d'Interpol. Et Interpol, la Guinée ratifie ou bien signe et membre signataire des résolutions que Interpol prend lors des assemblées générales. Donc, dans ce cadre... D'accord, on reviendra. M. Diaby, vous voulez dire un mot par rapport à la question? Je voudrais tout simplement dire que aujourd'hui, ce que mon frère camarade dit n'est pas le rôle de l'ARPT. L'ARPT a pour mission essentielle de réguler le secteur des technologies de l'information et de la communication. Les questions de sécurité doivent être gérées par les spécialistes de la sécurité. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il existe aujourd'hui, heureusement, une directive de la CEDEAO, c'est une directive de août 2011, c'est la directive de la CEDEAO relative à la cybercriminalité, où la CEDEAO recommande, elle est en train de s'investir pour l'installation dans les 15 pays membres de CERT. Ce sont des centres de réponse d'urgence aux attaques dans le cyberespace. CERT, c'est une abréviation, un acronyme anglais, c'est le Center for Emergency Response Team. D'accord. Computer Emergency. Donc, ça, il faut qu'il y ait une structure dédiée, que cette structure ait des ressources humaines qualifiées, que cette structure ait les équipements qu'il faut. C'est un travail professionnel qui ne peut pas être fait aujourd'hui de façon ad hoc. C'est vrai qu'il y a un certain nombre, de façon tacite, il y a des relations entre l'ARPT et les structures en charge de la sécurité nationale, mais ce sont des arrangements ad hoc qui ne reposent sur aucun instrument juridique. Oui, d'accord. Et au-delà de la CEDEAO, il existe aussi un instrument africain, c'est la Convention de l'Union africaine sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel, qui a été signée par les chefs d'État africains au mois de juin 2014 à Malabo.
Donc, les instruments à l'échelle communautaire existent. Il s'agit pour chaque pays de procéder à la transposition, à la ratification de ces instruments, à les transposer dans la législation nationale, mais au-delà. Vous pouvez avoir les meilleurs textes, s'il existe de meilleurs textes. Comme on l'a dit dès le début, la localisation du malfrat ou du malfaiteur ou du criminel étant très relative, il agit dans un environnement virtuel, il faut une collaboration entre les pays, pas seulement de la même sous-région, mais qu'il y ait aujourd'hui, comme on dit, devant des circonstances exceptionnelles, il faut imaginer des mesures exceptionnelles. Justement, par rapport à ça, pour illustrer, moi j'ai récemment suivi à la télévision, on a parlé d'un cybercriminel qui a utilisé le compte de la première dame. Il y a eu aussi cette histoire de prise d'otage d'un Coréen, je crois ici, sur lequel Interpol a travaillé. Est-ce que cela, c'est une réalité qui mérite d'être explicitée, par exemple, dans cette émission? Je voudrais effectivement répondre encore sur le volet dont mon frère a parlé, de l'accord de cybercriminalité avec la CEDEAO. Ce programme a été mis en place avec Interpol et la CEDEAO. Et ce programme-là est dirigé par Interpol avec, on dit, non, c'est-à-dire ma question est de savoir, est-ce que... Je viens. On reviendra, il y a un volet justement qui est consacré à ça, on reviendra sur ça. Je veux d'abord savoir, est-ce que ces deux cas justement, pour lesquels la presse nationale a eu à monter au créneau... je vais vous dire que ces deux cas ont existé et ont bel et bien existé. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées là-dessus et dont nous avons interpellé les auteurs et nous avons déféré au tribunal de première instance de Kalom. Pour le premier cas dont vous avez parlé, le cas le plus récent, c'est l'arnaque ou bien, on va dire ça, que c'est la diffamation ou de l'escroquerie au nom de la première dame de la République de Guinée. Alors, des individus mal intentionnés se sont créés des comptes, des profils Facebook et ils ont fait publier des photos de la première dame comme c'est une personne publique. Alors, déjà, quand vous voyez une première dame sur la toile Facebook, vous avez besoin d'être ami avec elle. C'est l'épouse quand même du premier magistrat du pays. Alors, ces gens-là ont utilisé ce créneau-là pour arnaquer les gens, pour dire que nous voulons faire telle ou telle chose en Guinée, on a besoin de financement, on a besoin de ceci ou de cela. Et par ricochet, les gens demandaient de l'argent qu'on leur versait effectivement à travers Western Union dans des pays voisins. Alors, nous avons été saisis de cette situation avec le directeur central de la police judiciaire et le chef BCN Interpol. Alors, nous nous sommes mis à travailler d'arrache-pied et nous avons pu identifier les adresses que les gens utilisaient ainsi que le numéro de téléphone. Et nous avons compris que la personne se trouvait déjà en Côte d'Ivoire et il y résidait et il profitait pleinement de ce qu'il raquettait à travers le monde. Donc, est-ce que vous avez pu localiser et l'arrêter? À ce niveau, c'est la coopération policière internationale qui a aidé. Parce que la Guinée a des accords de coopération en matière d'investigation criminelle entre les 15 pays membres de la CEDEAO, y compris la Mauritanie. Alors nous avons tout simplement envoyé une mission au niveau de nos homologues de la Côte d'Ivoire. Et ils ont pu travailler comme ils ont un service hautement qualifié, qui est vraiment ils ont localisé équipé, ils ont pu localiser la personne à travers les indications que nous avons données. Et ils ont mené les investigations, ils ont pu interpeller en collaboration avec nos missionnaires qui sont partis et la personne a été mise à la disposition du BCN Interpol Conakry qui a pu clôturer le dossier et transmettre au tribunal de première instance. Donc le dossier est actuellement dans les instances judiciaires. Exactement. Bien. Donc on se rend compte effectivement que le phénomène existe. Et c'est un phénomène d'autre préoccupation. Et est-ce qu'il y a des instruments aujourd'hui, n'est-ce pas, M. Diaby, qui permettent d'apporter une réponse à cette question de préoccupation, la cybercriminalité? Il existe des instruments. Il existe plusieurs types d'instruments. Il existe des instruments légaux et réglementaires. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une directive de la CEDEAO et pour mettre le cadre de référence pour l'harmonisation du cadre
juridiques et judiciaires quant à la lutte contre la cybercriminalité. Il existe la Convention de l'Union africaine qui a été signée, validée par l'ensemble des chefs d'État membres de l'Union africaine et qui demande à ce que la Commission de l'Union africaine appuie les communautés économiques régionales, que sont la CEDEAO, la SADC et autres, dans le renforcement de leurs capacités, dans la transposition des textes communautaires existants dans la législation des pays. Et la Convention va au-delà, elle demande à ce que ces communautés économiques régionales aident au renforcement des capacités, des structures et des personnes chargées de veiller au renforcement de la lutte contre la cybercriminalité dans les pays. Ça, c'est le premier instrument, l'instrument juridique. Il existe aussi des instruments techniques. Techniquement, parce qu'on a dit que la cybercriminalité est commise dans le cyberespace à travers des équipements. Donc, il existe aussi des algorithmes, il existe des équipements à travers lesquels on peut pister, on peut suivre, on peut essayer de localiser. Certains cybercriminels sont très mobiles. Oui. On peut même aller jusqu'à faire de l'intrusion pour voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il planifie de faire. Donc, il y a des solutions techniques, il y a des instruments techniques. Il existe aussi des instruments sociologiques. C'est-à-dire, ça, ce sont des instruments non évaluables. Il s'agit de la sensibilisation, de l'éducation, de l'information. Il faut, dans les écoles, qu'il y ait des séances de sensibilisation. Sensibiliser les jeunes, sensibiliser les moins jeunes sur l'utilisation positive des outils connectés sur le réseau. Et comment est-ce qu'il faut se prémunir pour être à l'abri des surprises néfastes qui viendraient du cyberespace. Donc, c'est les trois instruments. Une fois ils sont mis ensemble, on peut réduire substantiellement les risques liés à l'exposition de nos populations aux dangers. J'ai comme l'impression sur la question que nos États sont fragiles, parce que j'ai suivi récemment un dossier, c'était entre les États-Unis et la Corée du Nord, on a parlé de cyberattaques. Il y a cette histoire des écoutes téléphoniques, n'est-ce pas? Et on a dit récemment que la CIA a écouté l'essentiel justement des cadres, en tout cas en France. Est-ce que nos États ne sont pas fragiles? Vous savez, il faut à ce niveau faire très attention et accepter de changer de paradigme. La capacité ou la puissance économique d'un pays comme les États-Unis, comme la Russie, comme la Chine, n'est pas proportionnelle à sa puissance quant à l'utilisation des technologies de l'information. Voilà, des technologies de l'information et de la communication. Il y a des pays aujourd'hui qui n'ont pas ce positionnement économique comme la Russie, les États-Unis, la France, l'Allemagne, mais qui, sur le plan des technologies de l'information et de la communication, sont très avancés. Vous avez parlé de la Corée du Nord. Il faut citer la Corée du Sud, il faut citer la Malaisie, il faut citer beaucoup d'autres pays. La Chine, l'Inde, beaucoup. La Guinée, nous avons aujourd'hui en Guinée des jeunes capables de vous développer des programmes. Je souhaite que ces programmes soient des programmes positifs, c'est-à-dire mis à la disposition pour changer positivement la vie des gens. Mais qui peut développer un programme positif a la capacité de développer un programme pour pouvoir nuire. Donc, vous avez parlé de l'écoute. Il y a aujourd'hui plusieurs formes d'écoute. L'espionnage, c'est-à-dire le fait d'écouter des industriels, le fait d'écouter des gouvernements, le fait d'écouter, de faire une écoute massive, sans autorisation préalable, sans information préalable, sans que derrière il n'y ait une raison publique liée à la préservation de la quiétude ou de la sécurité nationale, c'est condamné. C'est de la cybercriminalité. Il y a de l'autre côté l'interception légale, il faut le dire. L'interception légale, c'est la loi confère à chaque pays le pouvoir, parce que le pouvoir de préserver la quiétude, de préserver la sécurité des citoyens incombe à l'État. Et dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir, parce que c'est une obligation, l'État peut, à travers, bien sûr, les instruments juridiques mis en place, faire de l'interception légale. Mais le plus souvent, les États invoquent toujours des raisons de sécurité nationale. Par exemple, au niveau des grandes puissances, on parle toujours de la lutte contre le terrorisme.
pour justifier cette cybercriminalité, entre parenthèses? Ouais, vous savez, on peut aujourd'hui imaginer toutes les raisons. Quand on commet une infraction, quand vous êtes en train de conduire, vous violez un feu, le policier vous arrête, vous avez subitement l'intelligence d'inventer plusieurs raisons. En disant le feu ne s'est pas allumé, vous avez plusieurs possibilités. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui rend la chose plus compliquée? C'est l'inexistence d'instruments juridiques et judiciaires à l'échelle internationale permettant de pouvoir lutter de façon horizontale et même verticale contre ces cybercrimes. Il existe aujourd'hui des pays pour lesquels, même quand un citoyen est reconnu coupable d'une infraction ou d'un crime, le pays se réserve le droit de refuser de l'extrader. Je ne cite pas de pays. Donc, dans ces relations internationales, il y a des vétos tacites, sans faire allusion aux vétos exercés aux Nations Unies. Il y a aussi que les gens brandissent un peu le bâton de l'aide économique pour éviter que certaines choses s'ébruitent. Ce qu'une grande puissance peut faire à la Guinée, et une fois c'est découvert, on présente juste une excuse, c'est complètement différent de ce que la Guinée pourrait faire de façon symétrique à cette grande puissance. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'au-delà des pays, il y a des pays qui font de l'abus, qui font des cyberattaques, du cyberterrorisme, de la cybercriminalité. Il y a des groupes industriels qui font de l'espionnage. Et derrière l'espionnage, parce que ça peut être de l'espionnage intelligent, pour voir ce qu'il fait pour que je fasse mieux. Mais au-delà de cet espionnage, ils font parfois des intrusions pour pouvoir gâter le business de tel par rapport à tel, surtout quand il s'agit d'une situation de concurrence. Il se trouve justement que nos États disposent d'un secteur bancaire qui est très fiable et qui peut être justement la cible d'attaques cybercriminelles. Est-ce que sur la question, Interpol y a travaillé? Il y a un passé très récent que Interpol a eu à gérer quelques cas d'attaque des banques de la place. Je ne dirai pas les noms, mais les banques vont se reconnaître. Et, nous avons quand même pu faire ce que nous avons pu faire pour pouvoir élucider ces enquêtes. Et je prends l'exemple sur l'avant-dernier cas où des gens ont pu acheter des licences, ils ont pu ils ont pu se connecter au compte des gens, ils ont pu voler les identités bancaires des gens qui avaient des cartes de crédit Visa. Et alors, ils ont reprogrammé ces cartes de crédit-là. Ils sont parvenus à les utiliser au niveau de ces banques-là. Alors, c'était des millions de francs guinéens qui se sont envolés. Alors, nous avons été saisis de cette situation. Nous avons travaillé sur le dossier et nous avons pu identifier un peu